Une nuit à Tindiban fait céder une certitude sahélienne longtemps jugée inamovible pour beaucoup. Des villages vidés depuis des années côtoient une opération de moins de 12 heures, assez nette pour fissurer le récit dominant sur le Sahel. Que change ce basculement pour ceux qui regardent le Sahel de loin et pour Ibrahim Traoré quand les certitudes vacillent? Peut-être l'amorce discrète d'un pouvoir qui se réécrit, reliant sécurité praticable, confiance quotidienne retrouvée, méthodes locales assumées et une trajectoire régionale désormais ouvertement discutée par observateurs extérieurs, sans annonce tonitruante ni promesse importée. Cette séquence promet plus qu'un récit de victoire ponctuelle. Elle y offre une clé de lecture opérationnelle, immédiatement utile, pour distinguer un sursaut tactique d'un changement de trajectoire durable. En moins de 15 minutes, le spectateur comprend mieux les enjeux sécuritaires régionaux actuels. L'enjeu réel dépasse l'événement lui-même, car il touche à la capacité d'un territoire longtemps perçu comme dépendant à produire sa propre méthode, son propre rythme et ses priorités concrètes sans calquer des schémas importés. Ce cadre d'analyse permet de lire différemment les signaux faibles, souvent noyés dans des récits simplificateurs, et de mesurer ce qui relève d'un effet d'annonce ou d'une transformation structurelle. Il s'agit aussi d'un test de lucidité pour les observateurs extérieurs, invités à reconsidérer leurs grilles habituelles face à des dynamiques locales plus fines qu'attendues. La promesse est donc claire: fournir des repères vérifiables, éviter l'enthousiasme aveugle comme le scepticisme réflexe et suivre les conséquences concrètes sur le terrain. Car si cette lecture s'avère juste, elle oblige à revoir des hypothèses longtemps tenues pour acquises. Et si elle échoue, elle révèle tout autant les limites d'un modèle encore fragile. Trois signaux interceptés en moins de 2 heures suffisent à inverser la lecture d'une situation jugée figée depuis des mois. Cette fenêtre d'action extrêmement courte, exploitée avant l'aube, ouvre une séquence décisive autour de Tindiban. La mini-révélation tient dans ce décalage. L'avantage ne naît pas d'une supériorité technologique importée, mais d'une capacité locale à relier des fragments dispersés. Des variations de déplacement nocturnes, des ruptures de fréquence, des changements discrets dans les habitudes de circulation composent un langage du terrain souvent ignoré. Là où beaucoup ne voient qu'un espace vide saturé de contraintes, se dessine en réalité une cartographie vivante, lisible par ceux qui y sont ancrés. Ce basculement intervient après une période longue d'érosion. Des villages se sont vidés, des routes se sont tues, et chaque crépuscule a ravivé la peur. Pourtant, sous cette surface de recul, une dynamique silencieuse s'organise progressivement. Les commandements maliens, nigériens et burkinabés réduisent leur dépendance à des rapports venus d'ailleurs. Ils reconstruisent des réseaux propres, reliant Bamako, Ouagadougou et Niamey par une trame humaine imparfaite mais cohérente. Lorsque ces informations convergent, le cadre mental change. Il ne s'agit plus de subir, mais d'anticiper. Frapper avant d'être frappé devient une option crédible, fondée sur la compréhension du tempo adverse plutôt que sur la réaction tardive. Dans une salle faiblement éclairée, Ibrahim Traoré et ses officiers identifient un levier inattendu, forgé par l'écoute patiente d'un espace longtemps décrit à tort comme muet. Le Sahel révèle alors une autre nature. Les dunes cessent d'incarner l'impuissance et deviennent un espace d'intelligence opérationnelle. Ce moment marque un seuil discret mais structurant. Pour la première fois depuis longtemps, la région ne recule plus mécaniquement. Elle ajuste son rythme, teste ses propres règles et esquisse une trajectoire où l'initiative locale redevient pensable, observable et mesurable dans ses premiers effets. Le récit se déplace alors vers ceux qui traduisent une décision abstraite en effets concrets et vérifiables. Des éclaireurs locaux, des chefs d'unités mobiles et des relais civils deviennent les vecteurs d'une stratégie qui ne s'annonce pas publiquement.
Leur rôle n'est ni spectaculaire ni héroïsé. Il repose sur l'observation, la confirmation croisée, la transmission rapide, puis le silence. La chaîne fonctionne précisément parce qu'elle privilégie la proximité au prestige et la confiance à la distance hiérarchique. Un premier cas apparaît autour d'Arbinda. Des mouvements armés sont repérés plus tôt qu'à l'accoutumée, non par des capteurs sophistiqués, mais par la lecture cumulative d'anomalies mineures. Les informations circulent sans délai inutile. Les unités convergent avec une précision inhabituelle, non parce qu'elles disposent d'outils supérieurs, mais parce qu'elles partagent une même lecture du terrain. Une attaque annoncée est neutralisée avant de prendre forme. L'effet tient moins à l'ampleur de l'action qu'à sa sobriété maîtrisée. Un second cas se dessine dans les villages voisins. Les habitants sortent ça plus tôt, observent plus longtemps, reprennent des trajets abandonnés. Les marchés rouvrent par fragments. Les motos circulent sans escorte improvisée. Ces gestes ordinaires précèdent toute communication officielle. Ils constituent des indicateurs précoces car ils engagent le quotidien plutôt que le discours. Pour les responsables opérationnels, ces scènes ont valeur de baromètre. Elles montrent que la sécurité devient praticable avant d'être proclamée. La victoire cesse alors d'être une abstraction stratégique. Quand la sécurité se vit, le pouvoir devient crédible. Avant Tindiban, la logique dominante impose une posture défensive. Les unités réagissent, corrigent, colmatent. Après Tindiban, l'initiative change de camp. Ce basculement ne s'annonce pas, il s'active. La séquence commence dans un silence presque irréel au nord du Burkina Faso. Les unités se positionnent à partir d'informations déjà consolidées, sans ajustement de dernière minute. Les choix ont été faits en amont. Les marges d'incertitude ont été réduites par accumulation, non par pari. Les premiers mouvements s'enclenchent à un rythme contenu, précis, sans démonstration inutile. L'objectif n'est pas d'impressionner, mais de verrouiller le tempo. Très vite, la coordination trifrontalière entre en jeu. Depuis le Niger, des unités mobiles ferment des axes secondaires, non pour encercler massivement, mais pour limiter les options adverses. Côté malien, des trajectoires aériennes s'alignent avec les mouvements au sol, ajustés par des retours continus. Des drones artisanaux confirment les déplacements, signalent les ruptures, valident les replis avortés. Rien n'est dispersé. Chaque action répond à une autre selon une logique de couches successives sans surcharge. Le moment de tension maximale survient lorsque les communications adverses se fragmentent, privées de relais fiables, de carburant et de visibilité. Les colonnes hésitent, ralentissent, puis se figent. Les dépôts identifiés sont neutralisés les uns après les autres, révélant une désorganisation déjà installée. La contre-attaque attendue ne se matérialise pas. Le temps, habituellement facteur d'usure, devient un allié. En moins de 12 heures, l'objectif opérationnel est atteint sans enregistrer de pertes côté AES. Dans les centres de commandement, les flux vidéo s'accumulent. Ibrahim Traoré observe l'ensemble comme on lit une partition exécutée sans excès. Les mises à jour arrivent calmement. Les décisions se prennent sans urgence apparente, précisément parce que l'anticipation a absorbé la pression. Ce qui se joue n'est pas une improvisation réussie, mais l'aboutissement de mois d'observation, d'essais et de réglages discrets. À la mi-journée, le désert retrouve une quiétude étrange. Les bruits s'estompent, les mouvements cessent, le silence qui suit n'a pas la texture d'une défaite classique, mais celle d'une stupeur durable. Dans les villages voisins, les habitants sortent prudemment. Ils regardent les routes, écoutent les radios locales, constatent l'absence de menaces immédiates. Des gestes simples réapparaissent: porter de l'eau, ouvrir un étal, marcher sans détour. Ces scènes constituent la rémanence de l'événement. Elles traduisent l'opération en perception quotidienne. Sur des casques, 3 mots circulent:
griffonné, sans emphase, intelligence, mobilité, unité. Il ne célèbre pas un homme, il désigne une méthode. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence confirme une intuition centrale. La cohésion née du terrain peut produire une efficacité durable, à condition de rester aligné avec le rythme réel des communautés et de ne pas se transformer en spectacle. Le point de départ est mesurable et sans ambiguïté. Après des années de pertes continues, la nuit de Tindiban introduit un delta net, avec 0 soldat de l'AES tombé au terme de l'opération. Ce chiffre unique marque une rupture stratégique claire, car il signale le passage d'une logique d'attrition subie à une logique d'initiative maîtrisée et assumée. Un deuxième indicateur complète immédiatement cette lecture. Moins de 12 heures se sont écoulées entre l'activation initiale et l'effondrement des positions adverses. Cette brièveté ne traduit pas une précipitation hasardeuse, mais une synchronisation longuement préparée où chaque action trouve sa place sans friction ni redondance inutile. Le troisième repère est tout aussi structurant. Trois fronts unifiés, Mali, Niger et Burkina Faso, opérant de manière simultanée, sans appui extérieur déclaré. Cette simultanéité rare révèle un niveau d'intégration tactique fondé sur des échanges humains continus et une compréhension partagée du terrain, plutôt que sur des architectures lourdes ou centralisées. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent un cadre analytique cohérent. Ils invalident l'idée d'un succès accidentel ou opportuniste. Ils suggèrent au contraire une montée en compétences progressive, construite par accumulation d'expériences locales. Dans les centres de commandement, les flux issus des drones artisanaux confirment cette lecture. Les images nocturnes montrent énormes, des colonnes adverses désorganisées avant même le premier contact direct. Les ruptures de communication apparaissent en cascade, non sous l'effet d'une saturation technologique, mais par anticipation des itinéraires et des habitudes ennemies. Les dépôts identifiés se fragmentent sans coordination de repli. Les convois privés de carburant s'immobilisent dans les dunes, incapables de rejoindre des axes secondaires déjà neutralisés. Chaque séquence visuelle renforce la même conclusion. La précision observée est le produit d'une somme de micro-ajustements, non d'un saut technologique exogène. Les drones, souvent assemblés dans des structures improvisées, deviennent ainsi les vecteurs visibles d'une doctrine locale patiemment affinée. Dans ce dispositif, Bamako, Ouagadougou et Niamey cessent d'agir comme des centres isolés. Ils fonctionnent comme les nœuds d'une grille informationnelle souple où les données circulent rapidement, sont filtrées, puis redistribuées vers les unités avancées. Les décisions suivent un cycle court, dépourvu d'intermédiaires superflus. Cette sobriété organisationnelle devient d'un avantage opérationnel car elle réduit les délais et limite les erreurs d'interprétation. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ont une portée qui dépasse l'évaluation militaire immédiate. Ils servent de miroir stratégique. Ils montrent qu'une capacité locale, longtemps fragmentée, peut produire sa propre précision lorsqu'elle s'appuie sur l'expérience du terrain et la continuité humaine. Le 0, le 12 et le 3 ne sont pas des trophées numériques. Ils sont les marqueurs d'un changement de méthode où l'intelligence sahélienne cesse d'être périphérique pour devenir centrale. Ainsi, ce que certains qualifient encore de miracle apparaît, à l'examen, comme une cohérence révélée. Les données ne racontent pas une exception isolée. Elles décrivent l'émergence d'un modèle fondé sur la vitesse, la coordination et l'autonomie. Un modèle dont la durabilité dépendra moins de chiffres futurs que de la capacité collective à préserver cette discipline et ce tempo. Deux objections dominent les analyses critiques formulées après Tindiban, et il convient de les présenter dans leur forme la plus solide sans les caricaturer.
La première soutient que l'opération ne peut être attribuée aux seules capacités sahéliennes. Selon cette lecture, la précision des frappes, la synchronisation des mouvements et la neutralisation rapide des communications adverses impliqueraient nécessairement un soutien extérieur, technologique ou informationnel. Les forces locales, longtemps décrites comme sous-équipées et fragmentées, n'auraient pas pu franchir un tel seuil sans assistance dissimulée. Cet argument s'appuie sur l'historique régional, où des opérations d'ampleur comparable ont souvent dépendu d'acteurs externes. La seconde objection affirme que Tindiban constitue un épisode isolé. La réussite serait liée à une configuration exceptionnelle de facteurs favorables, difficilement reproductibles. L'absence de pertes et la brièveté de l'opération ne prouveraient pas l'existence d'un modèle durable, mais une convergence momentanée de circonstances. Les contraintes structurelles du Sahel, logistiques, économiques et politiques, finiraient par reprendre le dessus et diluer l'effet initial. Ces deux arguments paraissent cohérents à première vue. Pourtant, les éléments observables disponibles en atténuent la portée. La lecture des séquences opérationnelles montre une montée en compétences progressive plutôt qu'un saut soudain. La préparation longue, la répétition de micro-ajustements et l'intégration humaine entre les fronts expliquent la performance sans recourir à une hypothèse extérieure non documentée. L'efficacité tient moins à des outils invisibles qu'à une réduction systématique des délais décisionnels. Quant au caractère prétendument isolé de l'événement, il est contredit par la structuration déjà visible des réseaux et par la continuité des pratiques observées après l'opération. Les mêmes logiques d'anticipation, de sobriété et de coordination réapparaissent dans des séquences ultérieures à une échelle plus discrète mais cohérente. Tindiban n'apparaît alors ni comme un miracle ni comme une anomalie, mais comme une manifestation claire d'un processus engagé. La critique conserve toutefois une utilité essentielle. Elle rappelle que la durabilité n'est jamais acquise et que toute méthode peut s'éroder si elle se fige. C'est précisément cette tension entre validation par les faits et vigilance analytique qui permet de mesurer la portée réelle de ce basculement. Et c'est à ce moment-là qu'une évidence s'impose. Le tempo a changé durablement. Ce qui se révèle à ce stade n'est pas une victoire supplémentaire, mais un déplacement du centre de gravité stratégique. La bascule ne tient pas à l'intensité de l'opération, déjà documentée, mais à la manière dont elle redéfinit la prise de décision. L'initiative cesse d'être une parenthèse. Elle devient une option régulière, intégrée, presque banale dans son exécution. Ce changement s'observe dans un détail souvent négligé, l'absence de mise en scène. Aucun emballement discursif, aucune surenchère symbolique. La séquence est traitée comme une étape parmi d'autres, ce qui suggère une confiance nouvelle dans la méthode plutôt que dans l'événement. L'efficacité n'a plus besoin d'être proclamée pour exister. Pour Ibrahim Traoré, cette retenue est un signal fort. Elle y indique que la cohésion construite sur le terrain commence à produire ses propres règles de fonctionnement. Les décisions circulent plus vite que les récits. Les priorités se stabilisent sans directives excessives. La chaîne humaine absorbe la complexité au lieu de la renvoyer vers le sommet. À partir de ce point, la question centrale se déplace. Il ne s'agit plus de savoir si l'opération était possible, mais si cette discipline collective peut résister à l'exposition, aux pressions et aux attentes qu'elle génère. La révélation est là. Le véritable enjeu commence après la réussite. Les effets de Tindiban se déploient de manière inégale mais lisible selon les groupes directement exposés à la transformation en cours. Ce sont ces écarts, plus que les proclamations générales, qui permettent d'évaluer la portée réelle du basculement.
Pour les autorités locales et nationales, le premier impact est institutionnel. La capacité à produire de la sécurité sans appui extérieur immédiat modifie la hiérarchie des priorités. Les décisions cessent d'être uniquement réactives. Elles s'inscrivent dans un calendrier plus maîtrisé où la prévention retrouve une place centrale. Cette marge nouvelle permet d'arbitrer différemment entre urgence militaire et stabilisation administrative. Pour Ibrahim Traoré, cet effet est stratégique. Il ouvre un espace où l'action politique peut s'adosser à des résultats observables, plutôt qu'à des promesses différées. Du côté des acteurs économiques, les conséquences sont plus pragmatiques. La réduction de l'incertitude sur certains axes de circulation relance des échanges longtemps suspendus. Les commerçants reprennent des itinéraires abandonnés. Les transporteurs ajustent leurs horaires. Les marchés retrouvent une régularité partielle. Cette reprise reste fragile, mais elle modifie déjà les calculs individuels. Là où la peur imposait l'immobilisme, la prévisibilité relative réintroduit le risque mesuré. Ce changement, discret, est essentiel pour toute reconstruction durable. Pour les populations civiles, l'impact est d'abord sensoriel et quotidien. La disparition temporaire de la menace immédiate transforme les comportements avant de transformer les discours. Les déplacements reprennent sans détour excessif. Les regroupements sociaux redeviennent possibles. Les familles réinvestissent des espaces désertés, parfois pour quelques heures seulement, mais suffisamment pour rompre avec la logique de fuite permanente. Cette normalisation partielle n'est pas un retour à la sécurité pleine. Elle est un seuil psychologique indispensable pour reconstruire la confiance collective. À l'échelle régionale, enfin, Tindiban agit comme un révélateur. La coordination entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso n'apparaît plus comme une posture défensive, mais comme un outil opérationnel crédible. Les échanges d'informations gagnent en fluidité. Les frontières cessent d'être uniquement des lignes de vulnérabilité pour devenir des interfaces de coopération. Cette dynamique ne supprime pas les tensions existantes, mais elle en modifie la gestion. La logique d'isolement recule au profit d'une interdépendance assumée. Pris ensemble, ces effets dessinent une recomposition progressive. Aucun groupe ne bénéficie d'un gain absolu. Tous évoluent dans un espace encore contraint. Mais la direction du mouvement est claire. La sécurité cesse d'être un horizon abstrait pour devenir une variable agissante. C'est dans cette translation, du symbolique vers le praticable, que se joue la portée réelle de la séquence observée. À partir des dynamiques observées après Tindiban, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Aucune n'est écrite d'avance. Chacune dépend de décisions concrètes, de contraintes persistantes et de la capacité à maintenir un équilibre fragile. Dans une trajectoire dite de base, si la discipline opérationnelle se maintient sans élargissement excessif, la stabilisation progresse par zone. Les axes sécurisés restent praticables, les marchés gagnent en régularité et les administrations locales reprennent des fonctions essentielles. La coopération régionale demeure fonctionnelle, centrée sur l'échange d'informations et la prévention. Cette option consolide les acquis sans les amplifier. Elle réduit les risques immédiats, mais laisse subsister des poches de vulnérabilité. La trajectoire avance lentement, avec des gains réversibles. Dans une trajectoire plus optimiste, si la méthode est protégée de la surenchère symbolique et accompagnée d'investissements ciblés, l'effet de levier s'élargit. La sécurité relative attire des initiatives économiques locales. Les retours de population deviennent plus durables et les services essentiels se réinstallent plus vite. La coordination entre États gagne en profondeur, passant d'une logique tactique à une planification conjointe. Dans ce cadre, l'autonomie opérationnelle nourrit une légitimité politique accrue sans dépendre d'annonces spectaculaires. Le système s'auto-renforce tant que le tempo reste maîtrisé.
Dans une trajectoire défavorable, si la réussite est surexposée ou instrumentalisée, les fragilités réapparaissent. Les attentes montent plus vite que les capacités. Les réseaux se tendent sous la pression, les erreurs augmentent et les adversaires exploitent les interstices. Des contraintes externes, économiques ou diplomatiques, peuvent alors peser plus lourdement. La sécurité se fragmente, redevenant inégale et coûteuse à maintenir. Les gains initiaux s'érodent sans disparaître totalement, mais perdent leur cohérence. Une recommandation de lecture s'impose. Il ne s'agit pas de choisir une trajectoire, mais de reconnaître les conditions qui les rendent possibles. Si la méthode reste sobre, alors la trajectoire se stabilise. Si elle se fige ou s'expose, alors elle se fragilise. Cette grille conditionnelle permet d'évaluer les décisions à venir sans projeter de certitudes infondées. L'enjeu des prochains mois est moins de gagner vite que de durer sans se dénaturer. Au-delà des cartes et des trajectoires, la séquence de Tindiban touche des groupes humains concrets dont les réactions détermineront la solidité de la dynamique engagée. Ce sont ces trajectoires individuelles et collectives qui donnent chair aux évolutions observées. Pour les familles déplacées, l'effet est immédiat mais prudent. Le retour n'est ni massif ni définitif. Il commence par des visites, des évaluations, des séjours courts. Revenir voir une maison, un champ, un puits suffit parfois à réactiver un sentiment d'appartenance longtemps suspendu. Cette reprise graduelle limite les chocs et permet d'ajuster les attentes à la réalité du terrain. Les travailleurs et artisans ressentent un impact plus direct. La stabilisation relative des axes et des marchés redonne de la visibilité à des activités longtemps confinées à la survie. Réparer, transporter, vendre redevient envisageable sans exposition constante au danger. Ces métiers ordinaires, rarement mis en avant, constituent pourtant le socle d'une normalisation durable. Leur reprise signale que la sécurité commence à produire de la valeur sociale, au-delà de l'effet militaire. La jeunesse occupe une position singulière. Longtemps confrontée à un horizon fermé, elle perçoit dans cette séquence une possibilité de projection. Les initiatives locales, techniques ou civiques gagnent en attractivité. S'engager dans une formation, participer à un projet collectif ou rester sur place devient un choix défendable et non un renoncement. Cette transformation mentale est fragile mais décisive. Pour le spectateur extérieur, ces récits invitent à déplacer le regard. Ils rappellent que la stabilité ne se décrète pas depuis le sommet. Elle se construit à partir d'ajustements quotidiens, parfois invisibles. Comprendre cette échelle humaine permet de mesurer ce qui est réellement en jeu, non une victoire abstraite, mais la possibilité retrouvée de faire des projets ordinaires dans un environnement moins contraint. Transformer l'élan observé après Tindiban en trajectoire durable suppose une séquence d'actions ordonnée, lisible et mesurable. Il ne s'agit pas d'accélérer, mais de consolider sans rigidifier. Pour commencer, il faut sécuriser sans surcharger. Les zones reconquises doivent rester praticables par des dispositifs légers, fondés sur la vigilance locale et des patrouilles ciblées. L'objectif est de prévenir les retours opportunistes, pas de figer le terrain sous une présence ostentatoire. La mesure de réussite est simple: continuité des déplacements et absence de rupture prolongée. Ensuite, il convient de réactiver les services essentiels. Écoles, points d'eau, camarades d'eau et soins de base doivent suivre la sécurité avec un léger décalage, suffisamment rapide pour renforcer la confiance, suffisamment progressif pour éviter la saturation. Chaque réouverture doit être accompagnée d'un responsable identifié et d'un calendrier clair afin de limiter l'improvisation. Puis, il devient nécessaire de relancer les circuits économiques locaux. La réparation ciblée d'infrastructures légères, l'accès à des microfinancements et la sécurisation des axes commerciaux constituent des leviers concrets.
La réussite se mesure à la régularité des marchés et à la reprise d'activité ordinaire, non à des annonces macroéconomiques. Enfin, il faut investir dans la formation. Les compétences techniques, organisationnelles et civiques doivent être renforcées localement. Former des relais capables d'absorber l'information et de résoudre des conflits mineurs réduit la pression sur les centres décisionnels. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de maintenir l'alignement entre méthode et finalité. Chaque étape doit rester connectée au rythme réel des communautés. La feuille de route n'est pas un plan figé. C'est une boussole pragmatique, ajustable, dont la crédibilité repose sur la cohérence entre promesses, actions et effets observables. Le récit revient aux scènes discrètes observées plus tôt, celles qui n'occupent jamais les communiqués officiels. Un étal rouvert au lever du jour, une route empruntée sans détour, un échange bref entre voisins. Ces gestes ordinaires, déjà entrevus autour d'Arbinda, donnent une profondeur humaine à ce qui pourrait rester une abstraction stratégique. Ils rappellent que la transformation ne se mesure pas seulement en cartes ou en rapports, mais dans la texture retrouvée du quotidien. Pour Ibrahim Traoré, ces signes ont valeur de rappel. Ils indiquent que l'enjeu principal ne réside pas dans la répétition d'un succès, mais dans la capacité à préserver ce lien fragile entre décision et vécu. Lorsque la méthode reste connectée au terrain, elle nourrit la confiance. Lorsqu'elle s'en éloigne, elle s'expose à l'usure. Le fil conducteur de cette séquence tient alors en une image simple, une chaîne humaine qui observe, ajuste et transmet sans se mettre en scène. Ce sont les mêmes relais évoqués plus tôt qui assurent la continuité. Leur force ne vient pas de l'exceptionnel mais de la constance. La stabilité naît quand la méthode respecte le quotidien. Ce rappel clôt la trajectoire sans la figer. Il ne promet pas un avenir linéaire. Il souligne une condition. Tant que les décisions resteront accordées aux rythmes locaux, la dynamique pourra durer. C'est dans cette sobriété assumée que se joue l'essentiel. Le sens de Tindiban dépasse l'événement militaire et rejoint une question collective plus large. Il interroge la manière dont des sociétés longtemps contraintes peuvent reprendre prise sur leur présent. Ce moment invite à observer, sans exaltation ni dénigrement, ce qui fonctionne réellement. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas d'imposer un récit, mais d'accepter un dialogue exigeant avec les faits. Pour le public, l'invitation est simple et ouverte. Suivre cette trajectoire demande attention, esprit critique et patience. Elle suppose de s'intéresser aux détails, de comparer les promesses aux effets et d'écouter les voix locales. Chacun peut y contribuer en posant des questions, en partageant des analyses nuancées ou en refusant les simplifications. Si cette lecture vous semble utile, prolongez la discussion et confrontez-la à d'autres regards. L'histoire reste en mouvement et elle se construit aussi par l'échange. Observer le Sahel à cette échelle implique de dépasser l'instant, de suivre les continuités et de reconnaître que la compréhension progresse souvent par ajustements successifs plutôt que par certitude définitive proclamée trop vite dans les analyses.